Maintenant, je vous demande d'accueillir celle qui est de toutes les batailles, celle qui porte haut la voix des insoumis, celle qui ne se taira pas, celle qui ne reculera pas, Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire de la France. Merci infiniment à vous. Vénitieux, que tu es belle ce soir. Je voulais commencer par dire un immense merci à Idir Boumertit qui a permis que cette réunion se tienne et avec qui j'ai l'honneur de combattre à l'Assemblée nationale. De même que de dire merci pour sa présence à Gabriel Amar, avec qui je suis aussi heureuse de mener les combats à l'Assemblée nationale. Oui, Vénitieux, que tu es belle ce soir. Et votre nombre et votre présence à chacun et chacune résonnent comme une démonstration de force. Une démonstration de force qui doit aller jusqu'aux oreilles du pouvoir. Oui, Emmanuel Macron, écoute depuis Vénitieux, plus vous nous tapez, plus nous sortons de l'ombre, nous les Noirs, qui refusons le génocide en cours à Gaza. Parfois, quand l'impuissance est trop forte, quand l'émotion nous submerge, face au premier génocide filmé de toute l'histoire de l'humanité, je pense et je repense souvent aux mots d'Elias Sambar, ambassadeur de Palestine, écrivain, poète, qui dit « La Palestine est une arête coincée dans la gorge du monde. Personne ne parviendra à l'avaler. Oui, nous ne laisserons pas la Palestine disparaître, tout comme ils ne feront pas disparaître les voix qui s'élèvent contre ce génocide. » Et dans les moments où parfois nous nous sentons plus seuls, repensez à ce moment que nous vivons toutes et tous ensemble pour vous rappeler que nous sommes nombreux, très nombreux, une majorité à refuser le massacre qui est en cours et que nous sommes prêts et nous avons la force pour dégager Emmanuel Macron et son monde et son assurance vie et Le Pen. Alors je vous assure qu'en voyant cette salle, en haut ça doit paniquer. Parce que s'ils nous ont convoqués avec Rima Hassan et beaucoup d'autres pour apologie du terrorisme, eh bien c'est parce qu'ils espéraient nous faire peur. La réalité c'est qu'ils doivent avoir peur de nous. Nous sommes plus de 1000 ce soir à Vénitieux. Comme nous étions 1000 mardi à Grenoble, comme nous étions 450 à Saint-Etienne, nous Rouvray, partout où nous allons, les salles débordent. Alors continuez à nous taper autant que vous le voudrez. Nous sommes là, nous resterons là et nous ne nous tairons pas. Alors, je veux commencer par expliquer, puisque cette semaine, mardi, il y a 2 jours, nous étions convoqués avec Rima Hassan pour apologie du terrorisme. Je vais expliquer pourquoi ce qui se passe dans ce pays est extrêmement grave. D'abord parce que depuis un peu plus de 2 semaines, vous avez une accumulation de faits. Vous avez 6 conférences de Rima Hassan et de Jean-Luc Mélenchon qui ont été annulées en pleine campagne électorale, ce qui est une atteinte directe à la liberté d'expression et de réunion de l'opposition politique. La censure exactement, qui est incompatible avec la démocratie. Vous avez un responsable syndical, le secrétaire départemental du Nord, Jean-Paul Delesco, de la CGT, qui s'est fait condamner à 1 an de prison avec sursis pour un simple tract sur la Palestine. Vous avez une convocation de centaines de militants pour apologie du terrorisme, au point que, et je le rappelle ici pour toutes celles et ceux qui auraient l'argument bien ancré,
que la Cour européenne des droits de l'homme a déjà condamné la France en 2022 pour utilisation abusive d'apologie du terrorisme, qui est, selon la rapporteure spéciale des Nations Unies, une atteinte à la liberté d'expression. Et il monte des seuils. Ensuite, c'est Rima Hassan, candidate à une élection européenne en pleine campagne européenne, qui se fait convoquer pour apologie du terrorisme. Eh bien, je le dis ici, la meilleure réponse que nous allons apporter à ce pouvoir autoritaire, c'est de faire élire Rima Hassan, eurodéputée du peuple français. Et ils n'ont plus aucune limite, puisqu'ils m'ont moi-même convoqué pour apologie du terrorisme, pour, tenez-vous bien, un communiqué de presse de mon groupe parlementaire. Et je crois que c'est inédit, non seulement dans la Ve République, mais même en Europe, qu'une présidente d'un groupe parlementaire d'opposition se retrouve devant la police pour devoir répondre de ses opinions politiques. Macron a recréé ce qu'on appelle la police de la pensée. Et je le redis ici pour que chacun l'ait bien en tête. Ce n'est pas pour dire que c'est plus ou moins grave, mais il n'empêche que les parlementaires sont protégés depuis la Révolution française, justement pour leur liberté de parole, l'indépendance de leur mandat et garantir leur indépendance vis-à-vis des pressions d'un gouvernement et d'un exécutif. Voilà ce qu'ils foulent aux pieds. Bravo. Bravo. Tous les démocrates de ce pays, et je le dis notamment à celles et ceux qui se taisent et qui par lâcheté ne disent rien, tous les démocrates de ce pays devraient s'inquiéter de ce qui est en train de devenir la démocratie sous Emmanuel Macron et la liberté d'opinion et d'expression. Il se trouve que le président de la Commission consultative des droits de l'homme en France a écrit au garde des Sceaux pour dire qu'il y avait une grave dérive avec le nombre de gens qui étaient maintenant convoqués pour apologie du terrorisme, puisque la justice ne devait pas se mêler des débats qui devraient être des débats démocratiques avec des opinions différentes qui permettent ensuite à chacun de se forger sa propre opinion. Rendez-vous compte qu'ils en sont même à convoquer des historiens qui n'ont eu qu'une chose à faire, c'est-à-dire de rappeler des faits historiques. Eh bien non, mettre dans son contexte et dire que ça n'a pas commencé le 7 octobre, que ce n'est pas une guerre de religion mais une guerre de territoire et de colonisation, n'est pas une apologie du terrorisme. Une attaque politique, parce qu'il se trouve que c'est le garde des Sceaux, Dupond-Moretti, qui a fait une circulaire au magistrat du parquet. Et dans cette circulaire, il a écrit au magistrat du parquet qu'il devait poursuivre toutes les plaintes qu'ils avaient pour apologie du terrorisme, même lorsqu'elles dépendaient du débat politique. Donc c'est une attaque qui vient directement du gouvernement, et donc un gouvernement qui se permet d'aller chercher et convoquer des oppositions politiques est un gouvernement qui ne respecte plus la démocratie. Alors, je vais vous raconter ma convocation. J'arrive à la police judiciaire devant la brigade criminelle. Et, bon alors moi j'ai fait, comme on fait à peu près tout le monde, un propos liminaire très long, et comme elle est obligée d'écrire, la fonctionnaire, c'est... comme moi je leur ai dit, vous vous rendez complice de ça, de ça, de ça. Complice de quoi, s'il vous plaît, vous pouvez répéter? Bon, voilà. Et puis après, j'ai refusé de répondre à l'ensemble de leurs questions. Mais j'ai quand même posé une question. Vous m'accusez de faits très graves, puisque vous savez que quand vous êtes accusé d'apologie du terrorisme, vous devenez une ennemie de la nation. Donc j'ai demandé sur quel propos, sur quelle phrase on m'accusait d'avoir fait une apologie du terrorisme. Et là, la fonctionnaire en question me sort un papier avec un tweet que j'ai fait le 7 octobre, qui est le tweet qui reprend en photo le communiqué de presse du groupe parlementaire et en texte exactement le communiqué de presse du groupe parlementaire. Donc, sur le communiqué de presse du groupe parlementaire. Et elle me dit, c'est ça. Et je lui dis, mais quelle partie dedans? Elle me dit tout. Et du coup, vous apprendrez, vous serez heureux d'apprendre que, par exemple, le titre de notre communiqué de presse, Israël-Palestine, pour une paix juste et durable, stop à l'escalade, est une apologie du terrorisme. Que dire? Nous déplorons
pleurons les morts israéliens et palestiniens serait une apologie du terrorisme. Ou, dit déjà dans le 7 octobre, dans notre communiqué de presse, il faut obtenir le cessez-le-feu et la protection des populations serait une apologie du terrorisme. Cela n'a aucun sens. Et vous comprenez que si même le parquet n'a même pas daigné prendre un bout de phrase pour expliquer ce que serait l'apologie du terrorisme, eh bien là encore, ça n'a qu'une seule raison d'être. Faire taire les voix pour la paix et nous intimider. Eh bien, ça ne fonctionnera pas, nous ne nous tairons pas. Alors, je lui ai aussi demandé, puisque c'est un communiqué de presse de mon groupe parlementaire, si les 75 députés du groupe parlementaire de la France Insoumise allaient eux aussi être convoqués devant le commissariat pour répondre de leur opinion politique. Et si pourquoi pas, puisque jusqu'où iront-ils? Si pourquoi pas les millions de gens qui votent pour nous seront là aussi convoqués pour apologie du terrorisme. Elle m'a dit je ne sais pas. Eh bien je vous le dis ici, nous continuerons de porter un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza. Nous continuerons de dénoncer le génocide. Nous continuerons de dire que la France doit interdire de vendre des armes à Israël. Nous continuerons de dire qu'il faut reconnaître l'État de Palestine. Comme nous continuerons de dire qu'il faut arrêter l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, parce que ce gouvernement d'extrême droite doit être isolé pour arrêter le génocide en cours. Bon, alors, je fais le propos liminaire. Donc elle tape comme elle peut. Je fais le propos liminaire. Ça, c'était très long, hein. Je les ai accusés de beaucoup de choses, donc c'était très long. Et puis là commencent les questions. Est-ce que c'est vous qui avez écrit ce communiqué? Considérez-vous le Hamas comme une organisation terroriste? Ou encore, pensez-vous que la colonisation justifie le terrorisme? Tiens, ça ne vous rappelle rien? Ça rappelle les plateaux télé. Alors il est vrai que certaines interviews télévisées ressemblent plus à des interrogatoires qu'à des interviews. Mais cela veut dire quelque chose de plus profond que cela. Oui, j'étais bien comme Rima Hassan devant la police pour justifier de mes opinions politiques. Et donc c'est une atteinte directe à la liberté d'expression et d'opinion qui doit être garantie dans un pays démocratique. Et puis, je le dis comme cela, mais s'ils veulent aller jusqu'à là, je signale que par exemple l'AFP, les journalistes, n'utilisent pas le terme organisation terroriste, que l'ONU n'utilise pas le terme organisation terroriste, que Amnesty International n'utilise pas le terme organisation terroriste. Vont-ils aller jusqu'à convoquer tous ces gens-là pour apologie du terrorisme? Qu'est-ce que c'est que ça? Et je dis comme Flaubert disait à l'époque que oui, la censure est un attentat contre la pensée. Et que ce qu'ils veulent faire, c'est suspendre la pensée. Que vous ne puissiez plus rien contextualiser de ce qui se passe, rien comprendre de ce qui se passe dans le monde. Et je suis fière d'être une présidente de groupe parlementaire qui n'a jamais cessé de parler la langue de la paix et du droit international. Et qui est la présidente du seul groupe parlementaire à avoir refusé d'applaudir au soutien inconditionnel de Netanyahou. La France et qui le souille dans notre image à l'international. Mais j'ai appris autre chose pendant cette convocation, qui est peut-être le plus intéressant. À un moment, elle me dit, donc vous avez une plainte d'une organisation le 11 octobre. Et donc c'est cette plainte qui justifie ma convocation mardi. Alors j'ose espérer dans ce pays que si quelqu'un fait une apologie du terrorisme, donc un appel à tuer des innocents, j'ose espérer que la personne est convoquée dans la semaine, dans les 15 jours, dans le mois peut-être, les services sont occupés, maximum dans les 2 mois. Mais pourquoi avoir attendu 7 mois? Pourquoi? Oui, j'accuse Emmanuel Macron d'instrumentaliser la police et la justice en vue d'un résultat électoral en pleine campagne européenne. Cadre-là, le 9 juin prend une autre signification plus grande encore que l'élection européenne. Oui, nous savions déjà que le bulletin Manon Aubry et le bulletin de l'Union populaire étaient le bulletin pour la paix contre le génocide à Gaza,
vis-à-vis de tous les va-t-en-guerre. Mais le 9 juin, le bulletin Manon Aubry de l'Union populaire devient le bulletin de la défense de la démocratie et de la liberté publique. Alors, je voudrais, depuis Vénissieux, saluer la jeunesse de ce pays et du monde qui partout s'élève contre le génocide. On avait déjà eu un pouvoir qui a été pointé par toutes les instances internationales sur la manière dont ils ont enlevé des mains, enlevé des yeux, perdu la vie parfois avec Zineb Redouane pour les gilets jaunes qui demandaient le droit de choisir leur avenir et le partage des richesses. On se souvient de ce qu'ils ont fait à Sainte-Soline, où lorsque 30 000 manifestants marchaient pour le partage de l'eau, alors que l'eau est l'enjeu numéro 1 du XXIe siècle, eh bien ils ont utilisé 4000 grenades, soit une par seconde, des armes de guerre, jusqu'à empêcher une ambulance d'arriver sur 2 blessés graves. On se rappelle de ce qu'ils ont fait pour faire passer en force la réforme des retraites, dont personne dans le pays ne veut, qu'ils ont fait passer de force par 49.3 et à grands coups de répression. Eh bien, je le dis, au pouvoir, nous rétablirons la retraite à 60 ans pour toutes et tous. De même, nous savons ce qu'il faut contre toutes les voix qui s'élèvent contre les violences policières. Alors que les instances internationales et l'ONU lui-même a dit qu'il existait un racisme systémique dans la police, eh bien nous regarderons cela en face pour que la police devienne véritablement républicaine. Alors, cette fois-ci, ceux qui font les frais de la répression, ce sont les étudiants. Je veux d'abord dire gloire à une jeunesse qui ne dit pas seulement un cri d'indignation ou de colère, mais qui défend notre humanité commune en bloquant les universités comme elle le fait. Honte à ceux qui veulent les expulser par la force. Et je rappelle à ce pouvoir que nous connaissons déjà cette situation. Elle s'est produite en 1968, 1969, 1970, au moment de la guerre du Vietnam, où partout dans le monde, les universités se sont levées en disant « ça suffit la guerre, ça suffit les horreurs !» Face, et réfléchissez bien, à la première guerre qui était télévisée, première guerre qu'on voyait en direct sur la télé. Eh bien de même, comme ils avaient raison de se lever contre la guerre du Vietnam, les étudiants ont raison de se lever contre le premier génocide filmé de l'histoire, que tout le monde peut suivre en direct, et dont tout le monde sait ce qui se passe. Et je leur dis attention, parce que si vous croyez qu'à l'époque ils applaudissaient les étudiants en disant « super ce que vous faites pour le Vietnam », c'était pas du tout ça. À l'époque, la répression était féroce, au point que des personnes sont même mortes aux États-Unis pour avoir mené ces actions. Eh bien, je le dis, hier ils avaient raison, aujourd'hui ils ont raison, et nous devons mettre toutes nos forces pour les aider. Et attention, car c'est du fait de cette répression que le mouvement anti-guerre s'est élargi, au point de gagner contre cette guerre au Vietnam qui, je le rappelle, a fait 2,5 millions de morts et qui continue encore dans ses désastres aujourd'hui, puisque les États-Unis ont déversé l'agent orange, produit par Monsanto, qui empoisonne à la fois les sols, l'eau, mais surtout les êtres, pour des années et des années. Et ce samedi à Paris, j'espère que nous serons nombreux et nombreuses, et je l'espère partout dans le pays, à soutenir la seule victime française, victime de l'agent orange, Trantonia, qui à travers sa personne demande justice pour l'ensemble des personnes qui ont été empoisonnées dans cette guerre, qui continue de l'être. Monsanto espère qu'elle perdra la vie avant ce procès. Nous continuons ce combat à ses côtés. Alors, ils doivent faire attention, parce que la répression contre la jeunesse produit des choses où les gens ne sont pas d'accord avec le fait qu'on aille taper des étudiants qui sont contre les génocides. Et vous avez vu que Mme Pécresse s'est tout de suite précipitée pour expliquer qu'elle voulait enlever les subventions à Sciences Po. Alors c'est d'ailleurs, c'est assez intéressant pour 2 raisons. La première, c'est que la bourgeoisie effarouchée vous explique que bloquer un établissement scolaire est absolument horrible. Eh bien, vous regarderez des jolies vidéos de Valérie Pécresse
qui, en 1991, bloquait l'ENA contre son déménagement et dormait même dans l'école, ce qui s'appelle un blocage en bonne et due forme. Et donc, nous soutenions peut-être la Valérie Pécresse de 1991, qui a fait exactement la même chose que les jeunes aujourd'hui. Mais chose plus importante, Valérie Pécresse veut enlever de l'argent public à des étudiants parce qu'ils dénoncent un génocide. Mais Valérie Pécresse n'a aucun problème à donner des millions à Stanislas, qui pourtant a des propos homophobes, sexistes et qui vont à l'encontre de la liberté de conscience des étudiants. Eh bien, nous le disons, c'est absolument indigne et nous continuerons de les aider de toutes nos forces. Et je veux continuer sur les polémiques racistes à tout va qu'on est en train de faire dans notre pays. Alors, vous avez vu, pour les étudiants de Sciences Po, c'est les mains rouges. Alors, les mains rouges, ils ont tout de suite dit « Oh là là, ces étudiants font référence au massacre de 2 soldats israéliens qui avaient eu lieu à Ramallah en 2000. » Ce à quoi un leader étudiant a répondu très simplement « Je suis né en 2004. » Ce qui donne une bonne idée de la référence qu'il faisait. Mais surtout, oui, les mains rouges dans l'histoire israélienne peuvent faire référence à ce massacre. Mais les mains rouges dans l'histoire de la France et du monde est un symbole qui est utilisé partout contre la guerre et pour la paix. Et vous retrouverez par exemple des photos de 1999 devant le procès du dictateur de Pinochet, où les manifestants qui étaient là pour demander justice portaient tous des mains rouges pour exiger que face à ceux qui aient du sang, eh bien il y ait justice. Les étudiants de Sciences Po disent exactement la même chose. Que signifie les mains rouges? Avoir du sang sur les mains. Et oui, ils dénoncent à raison nos gouvernements qui se rendent complices d'un génocide en refusant d'arrêter de vendre des armes au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, en refusant de faire des sanctions économiques à Israël et en refusant de faire tout ce qu'il faut, notamment une résolution pour le cessez-le-feu immédiat. Voilà ce qu'ils veulent dire et que nous partageons. Assez de sang sur les mains de ce gouvernement et des Gazaouis et des Palestiniens qui sont encore massacrés à cette heure. De même, cette semaine, dans les médias, Manuel Bompard était dans un média, pas CNews, Public Sénat, ça vous dit que la dérive qu'il y a dans les médias, et on lui parle d'un tweet de Rima Hassan. Alors Rima Hassan a fait un tweet quand les étudiants de Sciences Po se mobilisaient, un tweet qui est très bien, qui dit Sciences Po se mobilise contre le génocide, l'heure est au soulèvement, allez les rejoindre. Et là, que dit la journaliste à Manuel Bompard? Savez-vous comment on dit soulèvement en arabe? Eh bien, on dit intifada. Donc, ne croyez-vous pas que Rima Hassan est en train d'appeler à la violence ou je ne sais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce racisme complètement décomplexé? Rima Hassan est une citoyenne française qui parle français et qui, lorsqu'elle parle en français, sait ce qu'elle dit en français et ne dit pas autre chose ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs, j'aimerais bien voir ces journalistes, si Rima Hassan leur parlait arabe, je suis sûr qu'ils ne comprendraient rien. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord avec le fait que parce que c'est Rima Hassan, quand elle dit soulèvement, elle penserait autre chose. Non, Rima Hassan a raison de dire qu'il faut un soulèvement de toutes les consciences dans le monde contre les génocides en cours. Bravo! De même, arrive, sur chacun des plateaux télé que nous faisons, la question de l'électoralisme. Mais vous faites cela par électoralisme. Alors, déjà la première chose, ce que nous voulons leur répondre, c'est que nous sommes conséquents. Nous ne disons pas, d'un côté il y a un génocide, et oh là là, il y a une échéance électorale, du coup on va pas en parler, on va rien dire et on va arrêter. Non! Quelle que soit la situation électorale, lorsqu'il y a un génocide, notre devoir moral, humain, c'est d'agir de toutes nos forces pour faire cesser ce génocide. Et deuxième chose, à tous les racistes qu'on voit là, pour s'opposer au bombardement d'hôpitaux, pour s'opposer au bombardement d'enfants, pour s'opposer à la famine utilisée comme arme de guerre. Il n'y a nul besoin d'être arabe, ni musulman, ni je ne sais quoi. Il suffit juste d'être humain. Voilà ce que nous disons aux humains. Et je le dis d'autant plus, messieurs les éditorialistes, qu'il faudrait choisir. Soit nous
clandestine et du coup, nous sommes très bas dans les sondages. Donc ça ne fonctionne pas du tout. Soit nous sommes électoralistes, mais on ne peut pas être les deux. Donc il faut choisir un peu votre angle. Et je vais vous dire, si nous faisions aussi attention aux sondages que les éditorialistes le font, et dans tous les médias, dans toute la politique, ils sont faux, je vous le dis direct, on fera beaucoup plus que ça. Mais si nous faisions aussi attention à ça, eh bien que ferions-nous? Comme les macronistes, on irait chercher les voix, on irait courir derrière l'extrême droite pour, pareil, essayer de déverser une haine sur tous nos concitoyens de confession musulmane, sur tous ceux qui sont avec une couleur de peau autre que blanche. Eh bien non, nous ne faisons pas cela. Et pourquoi nous ne faisons pas cela? Parce que nous croyons à l'égale dignité des êtres humains, quel que soit l'endroit où ils vivent, et que ça s'appelle des convictions, et ça n'a rien à voir avec de l'électoralisme. Je dois vous dire que j'ai le cœur déchiré lorsque j'entends certains de mes concitoyens, souvent nés en France, issus de la seconde génération d'immigration, troisième parfois, qui me disent « Moi, madame la députée, je suis née en France. J'ai vécu toute ma vie en France et je pense à partir. Je pense à partir parce que je ne veux pas que mes enfants subissent ce racisme ou cette islamophobie décomplexée. J'ai le cœur serré parce que ce sont des concitoyens avec lesquels nous voulons inventer un autre avenir. Et nous le disons ici haut et fort depuis Vénissieux, à tous les racistes de tout poil. La France n'est pas une couleur de peau. Toutes les couleurs de peau sont françaises. La France n'est pas une religion. Il y a 5 religions en France et des gens qui ne croient absolument pas en rien. La France n'est même pas la langue française puisque nous la partageons avec 28 autres pays dans le monde. La France, c'est notre devise commune. Liberté, égalité, fraternité. Et je vous le dis ici, nous combattrons de toutes nos forces. Nous ne laisserons jamais le pays aux fascistes, ni les fascistes trier les gens de France selon leur religion, leur couleur de peau, leur orientation sexuelle ou leur genre. Nous ne laisserons pas chasser les gens en dehors de notre pays ou se sentir étrangers dans notre pays. Nous sommes des frères et sœurs en humanité, dans la nationalité, dans le pays dans lequel nous voulons vivre. Alors, je crois que si nous faisons une démonstration de force aussi impressionnante, c'est parce que nous savons que le 9 juin n'est pas une élection européenne. Alors évidemment, c'est une élection européenne, puisque nous allons élire des eurodéputés, notamment les trois qui sont ici, et beaucoup d'autres, et nous sommes très fiers de la liste que nous avons conduite. De même que nous avons un avantage par rapport à d'autres, c'est que nous n'avons pas honte de notre bilan. Nous sommes fiers que ce soit l'insoumis Younous Omarjee qui ait fait reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité au Parlement européen. Nous sommes fiers que ce soit notre tête de liste Manon Ombry qui a fait voter et adopter le devoir de vigilance qui met fin à l'impunité des multinationales sur les atteintes aux droits humains et à l'environnement. Comme nous sommes fiers que ce soit l'insoumise Leïla Chaibi qui ait fait voter la directive de présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes, c'est-à-dire l'accès pour des millions de travailleurs ubérisés en Europe au congé payé, à la retraite et au salaire minimum. Oui, nous sommes fiers d'appartenir au seul groupe au Parlement européen qui n'a jamais voté aucun accord de libre-échange. Nous sommes fiers d'avoir été le seul groupe à voter unanimement contre les nouvelles règles de marché, de la réforme du marché de l'électricité qui va faire qu'il n'y ait plus aucun tarif réglementé en Europe. Alors, si vous connaissez, à la fois pour vous-même, puisque ça concerne les familles, mais aussi des toutes petites entreprises du type les boulangers qui bien souvent doivent mettre la clé sous la porte parce qu'ils n'arrivent plus à payer les factures d'électricité, vous pourrez aller leur dire que s'il n'y a plus aucun tarif réglementé, eh bien, c'est grâce à Madame Valérie Hayé, tête de liste Renaissance, qui a voté pour cette réforme du marché de l'électricité. C'est grâce à Monsieur Bellamy, tête de liste des Républicains, qui a voté pour cette réforme du marché de l'électricité. C'est grâce à Madame
Jean-Marie Toussaint, tête de liste des écologistes, qui a voté pour cette réforme de l'électricité. C'est grâce à Raphaël Glucksmann qui, lui, était absent. Mais évidemment, son groupe a voté pour cette réforme du marché de l'électricité. Et c'est grâce à Monsieur Bardella qui, pour une fois, miracle, a retrouvé le chemin du Parlement européen pour courageusement s'abstenir face à cette réforme qui va pourrir la vie de millions de gens dans ce pays et en Europe. Eh bien, les seuls qui avons voté contre, c'est nous. Et je le dis au pouvoir, nous mettrons de nouveau en place les tarifs réglementés. Nous mettrons une taxe sur les super profits des énergéticiens. Et surtout, nous ferons la quantité indispensable à la vie digne d'énergie et d'eau gratuite. Bravo. De même, nous n'avons pas honte de notre bilan lorsque nous voyons que les Insoumis participent au seul groupe en Europe à avoir voté à l'unanimité contre les nouvelles règles budgétaires de l'Union européenne. Bon, vous avez compris comment ils font, ils arrivent en 2017, donnent 50 milliards d'euros d'argent public, de votre argent, aux riches et aux multinationales par an. Et puis ils vous disent à la fin, oh, c'est horrible, on a une dette incroyable. Ah bah oui, tu m'étonnes, t'as pris 50 milliards dans notre argent public, tu les as donnés comme ça largement, et puis tu nous dis, il y a un problème de dette immense. Alors est-ce qu'ils vont rechercher dans leur poche? Évidemment non, surtout pas. Alors les gars, maintenant, eh ben, vous allez devoir payer. C'est à vous de payer, ouvrez vos poches, on va commencer. Alors depuis quelques mois est arrivé le concours Lépine des horreurs. Et je veux que chacun et chacune réalise ce qu'ils sont en train de préparer pour le pays, qui est déjà un océan de malheur avec un nombre de personnes sous le seuil de pauvreté, un nombre de personnes qui n'arrivent plus à vivre dignement dans la 7e puissance économique au monde. Alors, quelles idées ont-ils trouvé? On va faire payer les chômeurs, qu'on a déjà fait payer en 2019, en 2021, en 2023, mais bon, c'est pas grave, on va recommencer, au point que 57% des personnes privées d'emploi dans ce pays sont d'ores et déjà non indemnisés par Pôle emploi ou France Travail. Ensuite, ils vont faire payer les malades. Alors déjà, ils vous font payer plus cher la franchise sur les médicaments. Ils veulent augmenter les jours de carence, donc quand vous tombez en arrêt maladie comme si c'était de votre faute, on va plus vous payer pendant un temps plus long. Et puis ils ont inventé, heureusement que le ridicule ne tue pas, la taxe lapin. La taxe lapin, c'est si vous mettez un lapin à votre médecin, qui n'a généralement rien à voir avec le fait que d'un coup vous devez garder les enfants, vous changez vos horaires de travail ou je ne sais quoi. Et donc, ils s'attaquent à ça plutôt que de s'attaquer aux 50 millions de rendez-vous médicaux qui sont non assurés parce qu'il n'y a pas assez de médecins dans ce pays. C'est vrai. Voilà le vrai problème. Tant de gens qui renoncent à se soigner dans un pays aussi riche que le nôtre. Honte à eux. Alors ensuite, ils ont continué dans les idées incroyables. Et ils pensent, alors ça c'est M. Guérini, ministre de la transformation de la fonction publique, s'en prendre au statut des fonctionnaires. Bon, ça va, l'hôpital public n'est pas en train de s'écrouler, l'école publique ne s'écroule pas, l'aide sociale à l'enfance ne s'écroule pas, les éducateurs, la protection de l'enfance, tout s'écroule et ils veulent continuer encore à détruire tout cela. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord, Monsieur Guérini, pour que vous touchiez à celles et ceux qui font un travail pour l'intérêt général humain et pour l'égalité des citoyens. Bon, ensuite, Monsieur Maillard. Alors, Monsieur Maillard, c'est le président du groupe Renaissance, donc les macronistes à l'Assemblée. Mais Monsieur Maillard, il faut le connaître un peu, c'est aussi celui qui pensait qu'il n'y avait que 50 personnes SDF en Ile-de-France. Et évidemment, elles étaient tous à la rue par choix, pas du tout par un problème de logement. Et donc, Monsieur Maillard propose juste de geler vos pensions de retraite et vos prestations sociales. Donc, elles ne suivent plus du tout l'inflation qui étrangle des millions de gens. Et de même, il vous propose, alors ça c'est pas Monsieur Maillard, c'est cette fois-ci Monsieur Bruno Le Maire, il vous propose de faire la TVA sociale. C'est-à-dire que, eh bien, on augmente un petit peu en baissant les cotisations patronales votre salaire, donc vous en avez un petit peu plus dans les poches. Bon, tout le monde comprend que ça veut dire moins de droits sur justement, droits de retraite, sur les arrêts maladie, etc. Mais bon, il faut croire ils pensent que vous êtes bête, donc ils vous disent pas ça. Donc vous avez un tout petit peu plus, 10 €, et puis on va vous faire payer plus la TVA. Sauf que la TVA est l'impôt le plus injuste, parce que vous soyez Bernard Arnault milliardaire ou la personne au RSA, vous payez le même taux de TVA quand vous achetez votre produit. Et là aussi, nous ne sommes pas d'accord avec ça, parce que c'est la destruction du modèle de la sécurité sociale. C'est vrai. Et enfin, l'autre, Monsieur Kasbarian. Alors Kasbarian, je vous le présente aussi, maintenant il est ministre du Logement. Avec toutes les associations, on l'appelle le ministre des expulsions. C'est celui qui avait... Alors, il a criminalisé toutes les personnes, vous savez, qui, pour sauver la vie, essayent de se mettre dans un endroit qui n'est pas la rue.
Et puis surtout, il a proposé des peines de prison pour les gens qui n'arrivent plus à payer leur loyer. C'est un monsieur très sympathique. Eh bien, monsieur Kasbarian propose de virer tout simplement 400 000 personnes des logements sociaux pour faire des économies, là aussi, sur vos poches. Eh bien, je le dis, face à la cure d'austérité sans précédent qu'il prépare dans le pays, le 9 juin est la seule date où nous pouvons aller leur dire « Stop, 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 vous ne toucherez pas à la monnaie sociale et à nos droits !» Mais le bulletin pour Manon Aubry pour la paix, contre le racket social, pour la démocratie et nos libertés publiques. Oui, le 9 juin est en train de devenir plus qu'une élection européenne. Et c'est pour ça qu'ils essayent de nous faire peur. Ils ont peur de vous et de vos votes. Rappelez-vous, il y a seulement 3 semaines, le 10 avril, étaient exactement les 2 ans de l'anniversaire du premier tour de l'élection présidentielle. Rappelez-vous toujours que nous avons raté avec Jean-Luc Mélenchon et le programme L'Avenir en commun le second tour de l'élection présidentielle à 420 000 voix. 420 000 voix, c'est 6 petits votes dans chacun des bureaux de vote du pays. Donc, nous avons calculé que si juste la moitié des gens qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles reviennent voter aux élections européennes, alors nous ferions déjà 20%. Et 20%, vous changez l'histoire de ce pays. Parce que rendez-vous compte, c'est la seule élection nationale entre la réélection d'Emmanuel Macron en 2022 et l'élection présidentielle de 2027. Donc le 9 juin n'est pas juste une élection européenne, même si nous sommes fiers de notre liste de nos candidats, de nos eurodéputés. Le 9 juin commence l'après-Macron, et c'est pourquoi nous devons aller voter massivement pour sanctionner leur politique. Alors je veux terminer par dire quelle doit être notre tâche maintenant. Déjà, je veux vous redire à quel point, toutes et tous, vous me semblez magnifiques aujourd'hui, dans ce que ça veut dire du pays, de la capacité de résistance que nous avons, de la capacité y compris de gagner que nous avons. Parce que la France est comme vous êtes ici. La France est antifasciste. La France a une soif de liberté, une soif d'égalité, qu'aucun puissant jamais n'arrivera à nous arracher. Et je le dis d'autant plus que c'est notre honneur à nous d'avoir fait tout seul ce que l'État devrait faire. Une campagne porte après porte d'inscription sur les listes électorales. Car l'État, depuis 2016, refuse de faire des campagnes d'inscription sur les listes électorales. Avant, vous aviez des clips à la télé, vous aviez, des affiches un peu partout, maintenant plus rien. Et pire que ça, quand nous avons fait une campagne, certes un peu dynamique, pour inviter les gens à s'inscrire sur les listes électorales, les riches votent et vous, les racistes votent et vous, Nathalie Saint-Cric qui nous a fait un procès vote et vous, eh bien, on avait ainsi tout ce détresse à votre prénom, votre nom, votre date de naissance, le lieu de naissance et la ville où vous habitez. Et vous pouviez vérifier si vous étiez inscrit ou non. Qu'a fait le gouvernement? Il oblige les gens pour vérifier leur situation électorale à se connecter via France Connect. Vous avez vu comme ils n'ont pas envie que vous alliez voter. Vous avez vu comme ils espèrent de toute leur force que ça sera une élection sans le peuple. Eh bien, par nos petites mains, dans le temps qui nous reste, c'est-à-dire 5 semaines, nous irons porte après porte auprès de nos voisins, auprès de nos familles, leur dire le 9 juin, nous pouvons collectivement inventer un autre avenir. Et je termine, puisqu'ils essayent de nous faire peur et que nous sommes dans un moment où nous sentons en chacun et chacune d'entre nous la force que nous représentons. Eh bien, je veux terminer par vous dire la joie que j'ai à vous voir et à quel point la joie d'être ensemble est une antidote à la peur que voudrait nous instiller ce pouvoir. Je veux terminer par un poète que j'aime énormément, qui est un poète marocain qui s'appelle Abdelatif Labi. Et il dit « Petite vague de joie pure, sois la bienvenue au milieu de l'océan des peines. Grâce à toi, je sais qu'il n'est pas vain d'espérer une trêve dans le cycle de l'horreur. Que dans le cahier de l'amour, il me reste le plus inattendu des signes. Qu'une autre vie, à la flamme brève mais inouïe, m'attend encore dans cette vie. Petite vague de joie pure, puisses-tu éclairer d'un sourire
le visage esquissé de chaque destinataire de ces lignes. Courage, les amis. Le printemps revient toujours. Aux urnes, les 9 juin!